Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de Ludo Solo. Je suis Matt et je vous propose de poursuivre notre campagne de Midara que nous avons débuté très récemment. Donc sans plus attendre, nous allons poursuivre avec The Mast, ou qu'on traduit par Le Camp en français, jour 2. Un petit étang se trouve entre vous et un Gévaudan féroce. Votre approche soudaine a dû attirer son attention et la créature grogne maintenant dans votre direction. Dans le noir, vous pouvez entendre le cliquetis des sickles des cavernes quelque part au loin. Avec un peu de chance, si personne ne s'approche trop près, les sickles des cavernes ne se rendront même pas compte qu'il y a quelqu'un ici avant que le Gévaudan n'ait été tué. Vous avez donc sous les yeux, que ce soit ici sur le livre d'aventure ou même ici devant vous, la mise en place donc de ce jour numéro 2. Nous allons juste évoquer quelques petits points nouveaux par rapport au jour 1. Alors, effectivement, ici, premier point notable, donc il y a apparition d'un nouveau monstre de notre bestiaire de Midara, le Gévaudan. Je vais vous présenter sa fiche après. Mais au niveau du terrain lui-même, eh bien, il y a apparition ici de cases entourées de lignes pointillées bleues qui représentent de l'eau. Alors, ici, il n'y a pas de courant, mais on sera amené plus tard dans le jeu à rencontrer des zones d'eau qui ont un courant. Il y aura des flèches pour l'indiquer. Là, ce n'est pas le cas. Eh bien, le premier effet négatif des cases d'eau, c'est qu'il faut utiliser 2 points de mouvement pour en sortir, comme quand on passe sur un allié ou comme ici sur les terrains gênants. Et la seconde chose encore plus gênante, c'est que toute créature ou aventurier qui se trouve sur une case d'eau ne peut pas dodge, c'est-à-dire utiliser ce dé noir pour essayer d'augmenter sa défense temporairement afin de ne pas se faire toucher. Évidemment, il y a des habilités ou des personnages ou des monstres qui seront immunisés à ça, mais basiquement, de base, c'est ça. On ne peut pas dodge et ça coûte 2 points de mouvement en plus. Voilà donc pour ce premier point. Et ici, seconde chose qui apparaît donc dans cette zone de jeu, c'est les lignes pointillées violettes qui correspondent à l'élévation. C'est-à-dire que le jeu implémente une petite mécanique comme s'il y avait des changements de niveau sur la tuile. Ces élévations vont de 1 à 4. 4 étant le plus haut, 1 étant le plus bas. Donc ici, nous avons élévation 1 et ici, nous avons élévation 3 pour la zone sur laquelle sont disposés les Cave Sickles. Ces changements d'élévation, eh bien, suivant la variation, c'est-à-dire si on a un changement d'élévation de 1, c'est-à-dire si on passe de 1 à 2 ou de 2 à 1, eh bien, en termes de mouvement, cela ne change rien. Vous dépensez un point de mouvement pour monter ou descendre, donc pas d'influence. À partir du moment où vous avez un changement d'élévation de 2, c'est-à-dire que vous passez de 1 à 3 ou de 3 à 1, eh bien, vous ne pouvez que descendre. Vous ne pouvez pas remonter d'un changement d'élévation de 2. Si je suis au niveau 3, je peux aller sur le niveau 1, mais je ne peux pas remonter au niveau 3. Même chose, si vous avez un changement d'élévation de 3, c'est-à-dire que vous passez du niveau 4 au niveau 1, eh bien, vous ne pouvez absolument pas remonter. Et en plus, la figurine qui effectue ce changement d'élévation, donc qui, entre guillemets, chute d'élévation 4 à niveau 1, eh bien, elle est immédiatement défaite, c'est-à-dire elle meurt. Les figurines qui ont la capacité de vol, eux, ne sont pas influencées par ces changements d'élévation et peuvent tout à fait librement circuler d'une élévation à une autre. En ce qui concerne la sphère d'influence, eh bien, les changements d'élévation ne gênent pas cette sphère d'influence. Par contre, elles vont gêner les lignes de vue. Concrètement, une figurine qui est au bord du précipice ou du ravin, suivant ce qu'on cherche à décrire, a une ligne de vue sur tout ce qu'il y a en dessous, effectivement, et inversement, une figurine qui est ici voit ce qui est, donc qui est au niveau d'élévation le plus bas, voit ce qui est au niveau d'élévation supérieure, mais à partir du moment où vous avez une case qui transite par une élévation puis par une seconde qui n'est pas la même, eh bien, vous n'avez plus de ligne de vue. Donc, en toute simplicité, tant que vous êtes au bord, vous voyez et vous êtes vu. Si vous êtes à l'intérieur, eh bien, vous ne pouvez plus voir ce qu'il y a en dessous. En gros, vous êtes gêné par les bords de la terre qui constituent donc cette falaise. Vous pouvez à tout moment tirer avec une arme de mêlée ou une arme à distance sur une élévation qui va de 1, pour un changement d'élévation de 1, mais au-dessus de ça, une arme de mêlée ne peut pas toucher au-dessus d'un changement d'élévation de 1. Les armes à distance le peuvent, et vous ne pouvez ni obtenir un bonus de flanking, j'y reviendrai sûrement au cours de la partie, lorsque vous avez un changement d'élévation entre deux unités. Ici, nous avons donc l'apparition du Gévaudan.
Alors autant les Kevsicle, on a vu, bon, c'est pas des enfants de cœur, mais ils sont quand même gérables entre guillemets, sauf s'ils commencent à s'agglutiner autour de vous. Autant le Gévaudan, lui, fait un petit peu plus mal. Et d'ailleurs, on remarque qu'il n'y a que 2 figurines de Gévaudan pour une seule fiche représentant ce monstre. Alors, quelles sont ses capacités passives? Eh bien, il est agile. Donc, c'est-à-dire que la première fois de chaque tour où il se fait attaquer, il dodge. Donc, il essaie d'augmenter sa valeur de défense avec le dé noir, sachant qu'il a une valeur de défense de 10. Il a 12 points de vie. Il a une capacité de mouvement de 6. Bon, il n'a toujours pas d'armure, mais il attaque quand même avec 2 dés verts. Ensuite, il est féroce, c'est-à-dire que le Gévaudan, quand il réussit un dodge, eh bien, il gagne l'effet courage. L'effet courage, eh bien, c'est ce petit token qui vous indique ce que c'est, et c'est une capacité passive qui dit que à chaque fois que la figurine qui possède ce jeton, cet effet sur lui, eh bien, qu'il fait une attaque, il va gagner une étoile, un bouclier et un livre. En gros, il a de base, lors de son attaque, une étoile, un bouclier et un livre en plus à dépenser sur ses armes ou ses capacités. Donc ici, un bouclier lui donnera un dégât physique. Un livre lui permet de percer une armure à niveau de 1. Et enfin, c'est à chaque fois qu'il dépense un livre. Et une étoile lui rajoute 2 dégâts physiques, donc il peut faire vite très mal. La subtilité, c'est que lorsque celui qui possède cet effet rate son attaque, eh bien, il doit défausser le jeton courage. Ensuite, prochaine habilité passive du Gévaudan, c'est que la première fois chaque tour qu'il se fait attaquer et qu'il peut, eh bien, il va contrer avec une attaque qui, en plus, est reach 2, c'est-à-dire qu'elle peut atteindre quelqu'un qui est situé jusqu'à 2 cases de lui. Et puis, pour ces éléments, comment il agit, eh bien, nous le verrons au cours du jeu. Alors très bien, nous avons mis en place, nous avons installé le jour 2, mais quelles sont les conditions de fin de partie? Eh bien, si tous les opposants sont défaits, donc en l'occurrence pour l'instant nous avons 3 Kevsicle et 1 Gévaudan à tuer, eh bien à ce moment-là, nos aventuriers gagnent et doivent se rendre à Poor Doggy, page 12, et si à contrario, nos aventuriers sont défaits, eh bien nous devons continuer à Scramble Away, toujours aussi page 12, ok, donc ça c'est les conditions de fin. Au niveau du loot, eh bien nous sommes toujours au niveau mundane, mais rien de particulier. Et enfin, là encore, il y a des règles spéciales pour cette rencontre, et nous sommes toujours sur une évaluation, c'est-à-dire que nous devons calculer le nombre de points que nous obtenons à la fin de ce scénario. C'est 2 points pour chaque Kevsicle que nous avons tué et 5 points pour le Gévaudan. Nous allons donc pouvoir débuter la partie. Les cartes d'initiative de nos personnages et des monstres ont été mélangées puis tirées aléatoirement. Donc nous avons Nightingale, les Kevsicle, le Gévaudan, Zek, Rémi et Rook qui sont prêts à jouer, et le nord se situe par là. Très bien, donc Nightingale va débuter la danse en prenant son premier tour et elle s'active. Nightingale se situe ici devant tout le monde. Donc Nightingale, c'est le début de la partie, donc elle a ses 3 points de stamina, d'endurance, comme à chaque début de rencontre, et elle n'en gagne pas plus. Ils ont été restaurés, nos personnages, donc elle est au maximum de ses points de vie et toutes ses cartes sont utilisables. Alors dans ce scénario, effectivement, il faut tuer tous les monstres, mais je pense que on va essayer quand même de tuer le Gévaudan en premier, parce qu'il est quand même particulièrement pénible. Alors je voudrais juste voir, le Gévaudan il a 6 de déplacement, donc il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en gros, il peut venir par ici pour débuter. Quand on regarde la carte du Gévaudan, on se rend compte qu'il n'a pas d'action d'attaque à distance très grande comme les Kevsicle, enfin très grande, en tout cas de 4 cases comme les Kevsicle. En revanche, il a du reach 2, donc il peut quand même atteindre à 2 cases de lui, toujours en attaquant au corps à corps, et il a quand même aussi beaucoup de mouvements. Donc il faut essayer de pas trop exposer Nightingale qui va jouer en premier. Bon, les Kevsicle normalement ne devraient rien faire puisqu'ils sont loin tant qu'on n'est pas dans leur sphère d'influence ou dans leur, en tout cas dans leur zone d'attaque. Bon, ok. De toute façon, Nightingale qui est là va devoir se déplacer. Donc, elle dépense un premier point d'endurance
pour utiliser sa capacité de mouvement qui est de 7 au total. Donc elle va se déplacer, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et attendre ici pour voir un peu le comportement du Gévaudan. Elle va conserver ici ses 2 points d'endurance. Comme ça, elle aura récupéré la totalité de ses points d'endurance pour le round suivant. Et elle n'a rien de particulier à faire. Et au pire, si elle se fait attaquer, elle a quand même de quoi se défendre. Donc Nightingale termine son tour. Nous enchaînons ici avec l'activation des Cave Sickle numérotés de 1 à 3. Pour les Cave Sickle, comme d'habitude, nous devons regarder s'il y a, alors c'est le Cave Sickle numéro 1, le rouge qui s'active en premier, est-ce qu'il a un opposant, un adversaire adjacent à lui? Eh bien non, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il a un opposant qui est situé à une range, donc à une distance de 4? Eh bien non, puisque il n'y a personne sur sa tuile. Enfin, pour la troisième étape de sa carte d'intelligence artificielle, on nous propose de savoir est-ce qu'il peut bouger puis attaquer un adversaire qui se situerait à range 4. Eh bien, il est ici. S'il se déplace du maximum de ses points de mouvement, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ou 6 ici, dans les deux cas, il n'a personne à une distance de 4 pour l'attaquer. Donc, cette étape est aussi fausse. Or, quand un monstre a toutes ces étapes considérées comme fausses, eh bien, il ne fait rien du tout et ne bouge pas. Et ça va être identique pour les deux autres Cave Sickle. Donc, ils terminent ainsi leur tour sans avoir eu à se déplacer ni à attaquer. Nous allons donc maintenant poursuivre avec l'activation du Gévaudan. Le Gévaudan. Voici donc sa première étape. Est-ce qu'il a un adversaire qui est adjacent à lui? Eh bien non, il n'a pas d'adversaire, donc cette étape est fausse. La suivante, est-ce qu'il a un opposant qu'il peut atteindre à 2 cases de lui? Donc en imaginant que Rook soit ici, 1, 2, oui, effectivement, il avait un opposant qui était à 2 cases de lui. Mais là, ce n'est pas le cas, donc cette étape est aussi fausse. Regardons la dernière étape du Gévaudan. Est-ce qu'il peut bouger et attaquer un opposant à Reach 2? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il terminerait son mouvement ici, mais en terminant son mouvement ici, comme ceci, eh bien effectivement, 1, 2, il peut atteindre Nightingale. Donc cette affirmation est vraie. Donc nous allons donc nous le déplaçons pour être jusqu'à une distance de 2 de l'adversaire le plus proche, donc Nightingale, comme on vient de le voir. Et ensuite, il réalise une attaque à Reach 2, donc à distance de 2, et il attaque avec 2 dés verts. Nightingale décide, pour se défendre, d'utiliser la capacité d'épuisement pour faire son dodge de son t-shirt occulte. Donc, elle épuise cette carte et lance un dé noir, et si elle ne subit aucun dégât derrière, eh bien, elle pourra contre-attaquer. Voici donc pour le dodge de Nightingale, et jolie, elle obtient 4 boucliers, donc sa défense passe de 10 à 14 grâce à ces 4 boucliers. C'est dorénavant au Gévaudan de l'attaquer avec ses 2 dés verts, et il obtient 7 et 4, 11. Donc, il rate son attaque. Comme le Gévaudan a raté son attaque, et grâce au t-shirt occulte de Nightingale, eh bien, elle peut, elle, à son tour, contre-attaquer cette attaque ratée, et elle va attaquer avec un dé orange et un dé violet sur le Gévaudan. Et elle attaque aussi grâce à son talisman magique. Forcément, elle augmente son attaque, elle empower, comme le terme le décrit. Cependant, le Gévaudan, grâce à sa capacité passive agile, et qu'il se fait attaquer pour la première fois dans ce tour, eh bien, il va lui aussi dodge. De base, il a 10 de défense. Voyons donc pour le dodge du Gévaudan. Et il obtient un seul et unique bouclier, donc sa défense passe à 11. C'est désormais à Nightingale d'attaquer avec ses armes. Et elle obtient, joli, elle obtient 7 et 6, plus 3 boucliers. Ok, 7 et 6, ça fait 13. Le Gévaudan a 11 de défense. Pour l'instant, il subit donc 2 dommages. Ici, grâce au talisman magique, nous voyons que pour 2 livres, nous pouvons infliger un dégât magique et une étoile permet d'infliger un dégât magique. Alors que sur la Longsword de Nightingale, 2 boucliers font plus de dégâts
et une étoile fait un dégât physique. Donc au choix, nous allons répartir nos gains là-dedans. Déjà, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 boucliers. Donc en fait, nous gagnons 4 dégâts physiques. Il nous reste 1, 2, 3, 4 livres. Ce qui nous fait ici plus 2 dégâts magiques. Nous sommes déjà à 6 dégâts rien qu'avec les capacités des icônes, plus 2 parce que c'était la différence entre notre toucher et la défense du Gévaudan, donc ça fait 8 points de dégâts, et il nous reste une étoile, et nous allons donc rajouter un 9e point de dégâts grâce à l'étoile de la Longsword. Le Gévaudan a 12 points de vie, moins 9, il lui reste déjà plus que 3 points de vie, et c'est une superbe contre-attaque de Nightingale. Voilà, donc le Gévaudan subit ses 9 points de dégâts, et c'est une belle contre-attaque de Nightingale sur cette bestiole. Alors, donc, il a dodgé pour la première fois de ce tour, donc il ne pourra plus dodger lors de prochaine attaque. S'il avait réussi à dodger correctement l'attaque, eh bien, il aurait gagné courage, mais ce n'est pas le cas. Et enfin, ici, la première fois chaque tour que le Gévaudan se fait attaquer et qu'il peut, il contrera, ça, il le conserve. Poursuivons donc avec la prochaine étape de cette activation du Gévaudan, puisque une fois qu'il a fait une première attaque à Reach 2 sur Nightingale, eh bien, l'affiche de ce monstre nous dit qu'il doit bouger pour se situer jusqu'à une distance de au plus loin Reach 2, donc à une distance de 2, de la cible la plus loin et qui se situe dans sa portée de mouvement. Et à l'heure actuelle, il a 6 de mouvement, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que s'il vient sur les terrains gênants, il va perdre du mouvement, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il sera aussi à Reach 2, et c'est avantageux pour lui et pour nous de se situer là, parce que quand on se situe dans un terrain gênant, eh bien son attaque subit un malus de moins 1, mais celui qui l'attaque aussi a ce même malus. Une fois qu'il s'est déplacé, eh bien il va pouvoir taper, puisqu'il est à Reach 2 de tous ses personnages, il va choisir celui qui est le plus loin de lui. À l'heure actuelle, ils sont tous à une distance de 2, et c'est là que nous regardons ici la piste d'initiative. Donc à égalité, le jeu nous indique qu'il faut choisir, prendre pour cible le personnage qui est le plus tôt dans l'activation sur la piste d'initiative. Il s'agit donc de Zek. Et Zek, qui est là, va donc subir une attaque avec 2 dés verts de la part du Gévaudan. Donc Zek est prêt à se faire attaquer. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va dépenser un point pour effectuer une action lui aussi de dodge et essayer de ne pas se faire frapper, sachant qu'il ne pourra pas effectuer dans tous les cas une contre-attaque, car le Gévaudan est à 2 de distance et lui, il n'a qu'une arme de mêlée, donc adjacent. Donc il ne peut toucher que un ennemi qui serait adjacent à lui. Donc voici pour le dodge de Zek, et il obtient là aussi 4 boucliers, donc ça c'est vraiment bien. Bonne défense, il a 9 de défense ici, plus 1 avec son utility core, donc il est à 10 de base, plus les 4 du dé de dodge, il passe à 14 de défense. C'est désormais au Gévaudan d'attaquer avec ses 2 dés verts sur Zek, et il fait 13, avec 8 et 5, ok, donc pour 14, il rate son action. Heureusement que le dodge de Zek a été bon, et ainsi se termine cette attaque, et ainsi se termine aussi l'étape du Gévaudan qui vient de terminer donc cette étape d'intelligence artificielle par sa 2e attaque. Donc dans l'idée, en fait, il se déplace une première fois pour attaquer à Reach 2, puis donc vers l'opposant le plus proche, puis il se déplace de nouveau de son maximum de déplacement pour attaquer à Reach 2, cette fois l'opposant, l'adversaire le plus loin. Voilà un peu, donc il est quand même très rapide dans son déplacement. Ici, nous allons pouvoir désormais activer Zek. Donc Zek a dépensé 1 point d'endurance pour effectuer un dodge sur l'attaque précédente du Gévaudan. Il ne récupère donc pas pour l'instant dans sa phase de rafraîchissement ces 3 points ici, comme indiqué ici, les 3 points d'endurance que nos aventuriers récupèrent à chaque début tour. Ce n'est pas le cas pour le premier tour. Et il va utiliser ici un premier point d'endurance pour se déplacer. Il a 6 de déplacement, il va faire 1, 2, 3 puisqu'il passe sur la case de Rook, et 4 pour terminer adjacent à ce Gévaudan.
Il décide ensuite d'utiliser sa compétence Bladeworks qui lui dit d'épuiser cette discipline pour effectuer une attaque, puisqu'il a 2 cartes d'armes à une main. Donc il le fait et il effectue une attaque avec 2 dés blancs, mais il va aussi utiliser son dernier point d'endurance pour empower son action d'attaque en espérant faire le plus mal possible au Gévaudan. Allons-y. Hop. Oh là là, quel échec. Il obtient 3 et 3 et 4 livres qui ne lui servent à rien. Si on regarde ici ces Short Sword, eh bien on peut épuiser cette carte pour relancer un de ses dés de combat et il va le faire avec ces 2 cartes. Comme ça, il peut relancer ces 2 dés blancs. Malheureusement, il ne peut pas relancer le dé noir. Tant pis. Oh là là, et il fait encore 7. C'est vraiment un échec cuisant. Donc, il rate son attaque. Ici, on a dit que la compétence adrénaline du Gévaudan lui permettait d'effectuer une contre-attaque une fois par tour lorsque il en a le droit. Et là, il en a le droit puisque Zek, qui est à côté de lui, a raté son attaque. Donc, cette fois, le Gévaudan répond par une contre-attaque avec ses 2 dés verts. Il attaque donc Zek qui a 10 de défense, qui n'a plus moyen de se défendre. Et il fait 12. Donc pour l'instant, il est à plus de dommages sur Zek, puisque nous avions une défense de 10. Après avoir obtenu 12 avec ses 2 dés, donc pour l'instant, il est à plus 2 dégâts physiques sur Zek qui n'a que 10 de défense. Il peut maintenant dépenser aussi ses icônes. Il a 1, 2, 3 boucliers, et pour chaque bouclier, il inflige un dégât physique. Donc, il passe à 5 de dégâts physiques. Et le livre qu'il obtient, le petit bouquin qu'il obtient, lui permet d'ignorer un niveau d'armure. Donc, Zek, qui vient un petit peu de ramasser, eh bien, doit subir 5 dégâts. Ici, il a 1 d'armure qui est ignoré grâce à la capacité du Gévaudan, puisqu'il vient de faire un livre. Par contre, il a une capacité ici passif qui lui dit qu'à chaque fois qu'il subit des dommages physiques, eh bien par une attaque de mêlée, ce qui est le cas du Gévaudan, eh bien il réduit les dommages de 2. Donc de 5, on passe à 3. Et il n'a rien d'autre pour diminuer ses dégâts. Donc il avait 16 de vie, il passe à 13 de vie, notre ami Zek. Et il termine ainsi son tour puisqu'il n'a plus aucun point d'endurance à dépenser. Et tel est pris qu'il croyait prendre, il pensait achever le Gévaudan, et en fait c'est lui qui s'est pris un retour de bâton. Ici, Rémi va maintenant pouvoir prendre son tour. Rémi, qui est ici, a elle aussi envie un peu d'en découdre avec ces Gévaudans qui viennent se mettre dans leurs pattes, et elle donc débute son tour avec ses 3 points d'endurance. Elle va en dépenser 1 pour se déplacer ici. Elle va épuiser sa capacité Shady Training qui lui permet de se déplacer d'une seule case dans n'importe quelle direction, dont en diagonale. Donc, comme elle est ici, elle va, tac, se déplacer en diagonale pour se placer juste devant le Gévaudan. Alors, ici, nous ne sommes pas dans une position de flanking. Pourquoi? Parce que nous devons, pour être dans une position de flanking, avoir nos 2 aventuriers ou des aventuriers qui sont diamétralement opposés par rapport au monstre. Donc, en gros, si ici Rémi avait réussi à se placer en face, comme ça, de Zek, et donc en ayant le Gévaudan au milieu d'eux, eh bien, ils étaient tous les 2 en position de flanking, c'est-à-dire qu'ils flanquent le monstre. La conséquence de ce positionnement, c'est que ce soit n'importe lequel des aventuriers qui attaque, eh bien, il obtient plus 1 à son jet 2D. D'ailleurs, je me rends compte que j'aurais dû prendre en compte le fait que on avait aussi bien le monstre que nos personnages avaient -1 sur ses jets de dés puisqu'il est sur un terrain gênant. Tant pis, c'est fait, je vais en tenir compte là. Mais donc voilà pour expliquer la position de flanking. Autre exemple, si je mets Rémi ici en diagonale et que Zek était en diagonale ici par rapport au monstre, eh bien les 2 étaient en position de flanking. Donc en gros, quand vous arrivez à positionner vos personnages
autour en fait du monstre que vous êtes en train d'essayer d'abattre, eh bien vous gagnez, vous le touchez plus facilement grâce à cette position de flanking. Et même il y a une compétence qui s'appelle backstab, une habilité qui s'appelle backstab, qui fait que quand vous êtes en train de flanquer, eh bien vous ajoutez 3 aux dégâts physiques de votre attaque. Voilà. Et pourquoi je ne mets pas Rémi ici en diagonale? Eh bien parce que si Rémi doit se déplacer pour aller se positionner pile à l'opposé de Zek, eh bien elle quitte une case qui est adjacente au monstre et elle va déclencher une break attack, donc une attaque gratuite, et j'ai pas du tout envie qu'elle subisse des dégâts de la part du Gévaudan. En revanche, c'est elle qui va attaquer ici en dépensant ces 2 derniers points d'endurance pour attaquer avec sa hache de guerre. Elle attaque avec 2 dés blancs, le Gévaudan qui n'a que 10 de défense pour l'instant, qui ne pourra plus dodger ni contre-attaquer. Donc, pour l'instant, on est plutôt tranquille. Ok. Allez, on fait mal avec sa hache de guerre. Et elle fait 10. Donc, c'est pas mal 10, puisque elle le touche. Il a 10 de défense. Elle touche le Gévaudan. Maintenant, elle est à 0 dégâts. Si on regarde, elle a 2 boucliers et une étoile. Et c'est suffisant pour, grâce à son arme, rajouter 3 dégâts. Le Gévaudan, lui, a 12 de vie, ici. Et il est déjà avec 9 points de dégâts. Donc 9 plus 3, ça fait 12. Et du coup, ici, elle le tue et n'a pas besoin de rajouter la capacité d'épuisement de son arme qui fait des dégâts en plus grâce au livre. Voilà, donc elle conserve cette capacité-là. Et je dis bravo Rémi, ta hache de guerre nous a été bien utile. On s'est débarrassé du Gévaudan plutôt facilement. Puisque le Gévaudan est mort, nous pouvons tirer une carte loot et nous gagnons 4 d'argent. Pour le groupe, Rémi termine ainsi son tour et passe la main à Rook. Nous pouvons retirer d'ailleurs la carte d'initiative du Gévaudan. Alors, activation de Rook. Il a déjà ses 3 points d'endurance et il va en dépenser un pour se déplacer. Et évidemment, comme il ne nous reste plus que les Kefsicle, eh bien, il va s'y rendre. Il va faire 1, 2, 3, 4 et 5 pour se mettre dans une position qui fait que probablement on va les faire descendre, un peu comme on vient de faire en fait pour le Gévaudan, c'est-à-dire qu'au lieu de foncer tête baissée, on l'a plutôt attiré vers nous puisqu'on était dans sa zone de déplacement. Ça a été plutôt bien et on va essayer de faire un peu la même chose ici avec Rook. Il va essayer d'attirer les Kefsicle en espérant que il ne joue pas avant que mes autres personnages puissent arriver et du coup Rook va simplement ici utiliser sa discipline Mend pour gagner 2 jetons de heal. Voilà, il peut le faire une fois par rencontre. Très bien, ça c'est fait. Mais maintenant, il conserve ses points d'endurance puisqu'il va probablement subir des attaques si ça se passe mal et il pourra essayer de se défendre et termine ainsi son tour. L'ensemble de nos aventuriers a joué. On a fini le tour en entier. On remélange toutes ces cartes. Voilà, et on les replace face visible pour déterminer un nouvel ordre d'initiative. Donc, les premiers à jouer, eh bien, c'est de nouveau Rook, suivi de Rémi, puis Nightingale, puis les Kefsicle, et donc Zek terminera ce tour. Pour ce nouveau tour, donc, Rook va s'activer. Il est déjà bien avancé par rapport aux autres, mais c'est pas grave, je pense qu'on va continuer un peu notre méthode pour essayer de les faire sortir de ce niveau d'élévation. Et donc Rook, pour son début de tour et sa phase de statut n'a rien de particulier, il va donc rafraîchir, il n'avait rien utilisé, il récupère simplement ici la totalité de ses points d'endurance, c'est-à-dire qu'il en récupère 3 et il est désormais à 5. Donc maintenant que Rook a récupéré la totalité de sa capacité de points d'endurance, il va en dépenser 1 pour se déplacer et il va faire 1, 2, 3, 4 et 5 pour venir se placer ici. On aura probablement, alors le Kefsicle s'il vient là, 1, 2, 3, 4, ouais. Oui, il va pouvoir attaquer ici et ça va pas les obliger à descendre. Donc Rook était là, il va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Il va plutôt venir se placer ici pour essayer de les attirer. Il y en aura peut-être qu'un qui va pouvoir lui tirer dessus à distance.
Et malheureusement, Rook n'a pas grand-chose d'autre à faire. Il ne peut pas attaquer de loin. Donc, il reste à 4 points d'endurance pour terminer son tour. Et au tour suivant, il en aura 5. Bon, il perdra le bénéfice de 2 autres points d'endurance. Tant pis, je pense que c'est plus sûr. On continue ce tour avec cette fois l'activation de Rémi. Donc Rémi est située derrière, tout au fond de votre écran. Elle n'a rien de particulier à faire au début de tour, elle n'a pas d'effet, donc effectue sa phase de rafraîchissement pour récupérer ses 3 points d'endurance et récupère sa compétence Shady Training qui permet une fois par tour pour 1 point d'endurance de se déplacer en diagonale. Elle va maintenant utiliser 1 point d'endurance pour se déplacer de sa capacité totale de mouvement qui est de 7. Et elle va donc faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour rapidement venir prêter main forte à Rook. Et elle aussi va terminer son tour en essayant d'avoir le maximum de points d'endurance pour le tour suivant. Maintenant, c'est Nightingale qui s'active. Nightingale, elle, est à l'opposé de tout le monde. Pareil, pas d'effet de début de tour particulier, rien dans sa phase de statut. Elle redresse l'ensemble de ses cartes et récupère 3 points d'endurance. Elle est donc au maximum de ses points d'endurance et elle va en dépenser un certain nombre pour se rapprocher de ses compagnons. Donc déjà, avec certitude, elle en dépense 1 pour faire un mouvement de 7. Elle va donc faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et si elle dépense 2 nouveaux points, elle peut encore avancer de 4 cases. Eh bien, elle va effectivement en dépenser 2 autres pour gagner 4 points de mouvement supplémentaires. Et elle va faire 1, 2, 3 et 4 ici et se mettre en position d'attente. Là encore, Nightingale termine son tour de cette manière. Ici, c'est désormais au Cave Cycle de prendre leur tour et de s'activer dans l'ordre, donc rouge, violet et orange, et on va voir ce qui se passe. Donc, le Cave Cycle rouge s'active en premier. Est-ce qu'il a un adversaire adjacent à lui? Eh bien non, il n'a personne. Est-ce qu'il a un adversaire qui est situé à range 4? Eh bien non, il n'a toujours personne. Donc, est-ce qu'il peut se déplacer et attaquer un opposant qui se situerait à range 4? Eh bien oui, il faut qu'il se déplace jusqu'ici, puisque s'il vient là, donc ça lui coûte 1, 2, 3, il a le droit de descendre d'une élévation de niveau 3 à un niveau 1, il y a un changement d'élévation de 2, donc il a le droit de le faire. En revanche, il ne pourra pas remonter. En s'arrêtant ici, il fait 1, 2, 3 et 4, il est bien à 4 de distance de Rook, et donc il peut l'attaquer, et effectue donc son attaque avec, de base, il a 2 dés blancs, mais il a 2 Cave Cycle dans sa sphère d'influence, puisqu'on a dit que les sphères d'influence n'étaient pas bloquées par les élévations, et donc il attaque avec 2 dés orange. Rook décide alors d'utiliser 1 point d'endurance pour avoir un dé noir, histoire de pouvoir dodger. Donc regardons le résultat du dodge de Rook. Et il obtient 3 boucliers et un livre, donc c'est les 3 boucliers qui nous intéressent. Il a 9, 10 de base, plus 3, ça fait donc 13 pour être touché, et c'est désormais au Cave Cycle rouge de tenter sa chance. Et le Cave Cycle fait quand même 12. Donc il était à 1 près de nous toucher, puisque nous avons une défense actuellement de 13 avec Rook. Le malheureux Cave Cycle n'arrive pas donc à toucher Rook, mais Rook ne peut pas dépenser des points pour contre-attaquer puisqu'il est bien trop loin par rapport au Cave Cycle. Et donc le Cave Cycle, qui a effectué sa dernière ligne de commande, n'a aucune autre action à mener. Il a tenté une attaque qu'il a ratée. Nous passons donc à l'activation du Cave Cycle violet, qui est le numéro 2. Là encore, nous pouvons tout de suite passer les 2 premières étapes de commande puisque aucune n'est vraie. En revanche, là aussi, il peut se déplacer et attaquer. Normalement, Rook, on va voir, il peut faire donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, puisqu'il ne subit pas de malus de la part de ses alliés quand il passe dessus. Et ici, par contre, c'était un terrain obstruant, c'était rouge, donc il peut pas passer par là. Et il s'arrête ici, et là encore, va attaquer Rook. Il attaque Rook avec 2 dés orange,
Et de nouveau, rook va dépenser un point d'endurance pour dodger. Et voyons voir le résultat de ce dodge. Et cette fois, il obtient 4 livres. Donc, ça ne lui apporte pas un bonus de défense. Il reste à 10 pour toucher. Cette fois, donc, le Cave Sickle attaque et il fait 6. Donc, le Cave Sickle n'a pas les yeux en face des trous et rate complètement son attaque. Et termine ainsi son activation. On peut procéder à l'activation du Cave Sickle orange qui, là encore, zappe les 2 premières lignes de commande et fait donc 1, 2, 3, 4, 5 et s'arrête ici. Il est donc à une range 4 de Nightingale et de Rook et même de Rémi. Mais dans l'ordre du tour, nous avons vu que c'était Rook le premier à s'activer, donc la cible principale reste Rook. Là encore, le Cave Sickle attaque avec 2 dés orange, et cette fois Rook décide de ne pas utiliser de points d'endurance, il lui en reste 2, mais il les conserve pour le tour d'après, et donc le Cave Sickle attaque et fait 10, donc il parvient à toucher, à hitter Rook. Cependant, ici, nous avons pour un bouclier, un dégât physique. Or, il ne fait qu'un seul bouclier. Donc à l'heure actuelle, il fait un unique dégât à Rook, mais Rook possède ici une cuirasse qui lui octroie 2 points d'armure. Et donc, comme il n'y a pas plus de 2 dégâts, eh bien, il arrête les dégâts provoqués par le Cave Sickle et ne subit aucun dégât. Donc, tous les Cave Sickle se sont activés. Il reste désormais Zek qui peut jouer. Début du tour de Zek. Phase de rafraîchissement parce qu'il n'y a rien à gérer en début de tour ou en phase de statut. Il redresse l'ensemble de ses cartes et récupère 3 points d'action, d'endurance. Et il va évidemment, puisqu'il se situe lui aussi un peu à l'opposé de l'action, il va forcément payer au moins 1 point de déplacement pour pouvoir se rendre à proximité des Cave Sickle et les attaquer. Il a un mouvement de base de 6 points, donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et il va en dépenser 1 de plus pour obtenir 2 cases de mouvement. Il fait 1 et 2, et se retrouve donc adjacent au Cave Sickle orange. Ce qui lui permet d'utiliser sa Bladeworks, sa discipline Bladeworks, donc il l'épuise et peut attaquer avec ces 2 short swords, donc avec 2 dés blancs, il va attaquer ce Cave Sickle. Le Cave Sickle a seulement 2 amis à lui dans sa sphère d'influence, donc il ne gagne pas de bonus de défense et on le touche sur 8 ou plus et il n'a que 6 points de vie. Donc Zek, allons-y. Et il fait 10. Donc Zek fait 10. Et Zek décide ici d'utiliser la capacité d'épuisement de son arme, de sa short sword, pour relancer un dé de combat. Donc il épuise cette carte et décide de relancer le 4. Et il fait 2. Eh bien, là encore, il va épuiser l'autre short sword pour relancer de nouveau ce dé. Et il fait 3, donc ça veut dire qu'il touche le Cave Sickle qui a 8 de défense. Pour l'instant, il lui fait 1 dégât, sauf qu'il a 2 boucliers, et que ces 2 boucliers, on peut les dépenser pour rajouter 2 dégâts physiques. Donc, nous infligeons 3 dégâts au Cave Sickle orange, et c'est pas une très très belle attaque de Zek, sachant qu'on a des 7, et on a un 7, un 6, un 4 et un 5 au-dessus du 2 et de 3 qu'il vient de faire après 3 lancers. Il n'était pas très chaud, notre ami Zek. Il termine son tour ainsi en gardant quand même 1 point d'endurance pour essayer de dodger ou de contre-attaquer. On va voir ce qui se passe. Mais plutôt dodger en fait. Ainsi se termine le tour entier. Donc nous pouvons passer à un tour suivant. Nous récupérons l'ensemble des cartes initiatives que nous mélangeons. Et nous les replaçons face visible pour savoir qui va s'activer en premier. Et il s'agit des Cave Sickle, suivi par Rook, puis par Zek, puis par Rémi et enfin par Nightingale. Bon, eh bien,
les Kevsicle s'activent en premier. Activation comme d'habitude du Kevsicle rouge qui est le numéro 1 des Kevsicle. Il n'a toujours pas pour sa première ligne de commande un adversaire adjacent à lui. En revanche, sa première ligne de commande est juste puisqu'il a bien un adversaire au moins à range 4 et même il en a deux. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3. Il a aussi bien Zek que Rook. Donc il peut tirer, faire son attaque à range 4 sur l'un des deux. Et il va choisir Rook qui est le premier aventurier sur le front de l'initiative. Et donc Rook va de nouveau subir les assauts ici du Kevsicle rouge qui va attaquer avec 2 dés orange. Rook décide de ne rien faire de particulier et donc ne veut pas augmenter sa défense qui est actuellement de 10. Et le Kevsicle le touche puisqu'il fait 11. Donc il lui fait de base un dégât. Mais le Kevsicle va aussi lui faire un deuxième dégât grâce à ce bouclier qu'il peut dépenser. Et encore une fois, Rook a une armure de 2, donc il ne subit aucun dégât. Puis nous allons pouvoir continuer cette commande puisqu'elle a d'autres étapes. Et on dit le Kevsicle va bouger vers l'opposant qui a le plus de dégâts dans sa range. Donc sa range c'est 6. Et à l'heure actuelle, le seul personnage qui a des dégâts c'est Zek. Donc il va faire 1, 2, 3 et venir attaquer notre ami Zek en corps à corps et potentiellement ensuite, s'il ne rate pas son attaque, effectuer une following up d'essayer d'infliger poison à force 9 à Zek. Cette fois, Zek, lui, décide de dépenser un point d'endurance pour pouvoir dodge. Alors, voyons voir, est-ce qu'il améliore sa défense, notre ami Zek? Et oui, il l'améliore puisqu'il fait 4 boucliers, donc il passe à 14 de défense. Et maintenant, c'est le Kevsicle rouge qui attaque, et le Kevsicle rouge fait 11. Donc, il rate son attaque. Ça l'empêche d'ailleurs de faire son action de following up. Malheureusement, Zek n'a pas les moyens de contre-attaquer, et donc ainsi se termine l'activation du Kevsicle rouge. C'est ensuite le Kevsicle violet qui doit s'activer. Il n'a, lui, non plus aucun adversaire qui se situe, qui est adjacent à lui. Et donc, là encore, il va attaquer à range 4. Et en fait, il a et Zik, et Rook, et Nightingale qui est dans sa range. Mais il va, là aussi, choisir Rook, puisque c'est le premier à s'activer sur le front de l'initiative. Encore une fois, Rook décide de ne rien faire de particulier. Il subit donc l'assaut à distance de ce Kevsicle violet qui fait 6 et donc qui rate, qui échoue sur son attaque. Très bien, on poursuit, il doit se déplacer vers l'adversaire qui a le plus de dégâts, 1 et 2, voilà. Donc il arrive à proximité de Zek, qui est l'aventurier avec le plus de dégâts, encore une fois. Et cette fois, Zek n'a pas moyen de se défendre. Donc Zek subit l'attaque de dés orange avec 2 dés orange du Kevsicle violet. Et là, le Kevsicle fait vraiment mal puisqu'il fait 14. Voilà. Alors, il fait 14 d'attaque, donc il est à plus 4 par rapport à notre défense. Il nous fait déjà 4 dégâts et il a 2 boucliers, donc il nous fait 6 dégâts. Heureusement, comme on l'a vu précédemment, ici, notre ami Zek a 1 d'armure. Donc sur les 6 dégâts, il en absorbe 1, il n'en reste plus que 5. Et puis, il peut en diminuer aussi la totalité de 2 grâce à ce Badass Leather Jacket. Donc, finalement, il ne subit que 3 dégâts et passe à 10 points de vie. Ici, le Kevsicle violet a terminé son activation. Il ne reste plus que le Kevsicle orange. Et cette fois, la première des lignes de commande est vraie, puisqu'il a Zek qui est adjacent à lui. Et donc, il va l'attaquer avec 2 dés orange. Zek ne peut toujours pas défendre. Et ce Kevsicle fait 10, donc il touche Zek. Et donc il fait 10, mais avec un unique bouclier à dépenser. Donc finalement, il ne fait qu'un dégât à Zek. Et là encore, son Badass Leather Jacket lui permet de diminuer ses dégâts de 2. Donc il ne subit aucun dégât sur cette action du Kevsicle. Par contre, le Kevsicle, comme il a touché, et donc il a réussi son attaque, eh bien il peut en faire une autre, et il va faire la même, en fait, sur la même cible. Donc de nouveau, c'est une attaque du Kevsicle sur
Zik, et cette fois, elle échoue puisqu'il n'y a que 5 sur son lancer pour toucher et qu'il fallait obtenir 10 ou plus. Comme il rate ici cette deuxième attaque, eh bien, il annule son following up, il ne fera pas de troisième attaque et termine ainsi l'activation de tous les Cave Sickle. Et j'ai envie de dire, ouf quand même, Zek est aussi assez résistant, un peu moins crook c'est sûr, mais il encaisse bien. Et on va donc pouvoir poursuivre avec enfin le tour de nos aventuriers et on va essayer de les faire saigner. Ok, donc Rook peut désormais prendre son tour. Et Rook est aux prises ici avec au moins un des Cave Sickle, il est adjacent au violet. Donc si je devais bouger, eh bien malheureusement, je déclencherai une break attack, donc une attaque gratuite du Cave Sickle violet sur Rook. Donc je pense qu'on va d'abord essayer de le tuer, bien qu'il n'ait aucun dégât. Donc début du tour de Rook, il récupère ici 3 jetons d'endurance et de suite, il en dépense 2 en épuisant ici un de ses Warhammer pour attaquer avec 2 dés blancs et 1 dé noir le Cave Sickle violet, comme on a dit. Le Cave Sickle violet a 8 de défense. Donc c'est parti pour Rook qui obtient 9 et 3 boucliers d'Empower. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc il a 9. Déjà, il touche. Le Cave Sickle, il a plus 1 de dommage. Et il a 1, 2, 3, 4, 5 boucliers à dépenser. Ce qui ne fait que ici, grâce à ses Warhammer, ses marteaux de guerre, eh bien pour une paire de boucliers, il donne 2 dégâts. Et comme il a que 5 boucliers, il fait 4 dégâts, plus 1 puisqu'il est au-dessus de la valeur de défense du Cave Sickle. Et il lui inflige donc 5 dégâts. Il reste 1 point de vie au Cave Sickle violet. Et sans plus se poser de questions, eh bien il redépense les 2 suivants pour effectuer de nouveau une attaque et oui, de toute façon ça coûte pas grand chose, il va épuiser son deuxième Warhammer pour de nouveau Empower. Donc c'est parti, et cette fois il fait 8 piles, mais avec là aussi pas mal de boucliers sur les dés. Donc 8 piles il touche et il a là encore 5 boucliers, donc il fait 4 dégâts et grâce à son attaque assez puissante, il tue ce Cave Sickle violet et il libère un peu de place pour les aventuriers qui restent à jouer. Il termine son tour ici, Zek, en conservant un unique point d'endurance. Zek va pouvoir prendre le tour suivant. Début du tour de Zek, il récupère ses 3 points d'endurance, il redresse toutes ses cartes. Et Zek est déjà à côté de 2 Cave Sickle, il est déjà engagé en combat, sachant que le orange est à 3 points de vie. Eh bien, il va utiliser Blade Works, il va épuiser sa discipline martiale pour effectuer une attaque, et il va attaquer le... il va attaquer le Cave Sickle ici, le orange, en espérant le tuer. Il attaque avec 2 dés blancs. Ok, il ne fait rien de plus pour l'instant. Et il fait 5 et 3, 8, donc il le touche. Mais malheureusement, il n'a qu'un seul bouclier, ce qui fait que il ne peut pas ajouter des dégâts. Et sans trop se poser de questions, là aussi, il dépense ses 2 prochains points d'endurance pour effectuer de nouveau une attaque sur le Cave Sickle. Et cette fois, il fait 13, ce qui fait que il est déjà largement au-dessus, sans compter tous les bonus donnés par les petits icônes. Donc le Cave Sickle orange meurt et il ne reste qu'un point d'endurance à Zek qu'il va conserver et il arrête ici son tour. Rémi va prendre la suite. Début de tour de Rémi, elle récupère 1, 2 et 3 jetons d'endurance. Elle n'a aucune carte à redresser. Rémi se situe derrière. Alors Rémi va effectivement dépenser un point d'endurance pour se déplacer de cette case. Elle va faire 1, 2, 3 et 4 en fait, tout simplement. Elle va se placer ici, adjacent au Cave Sickle rouge et à proximité aussi de Zek. Et elle va dépenser ici 2 points d'endurance pour déclencher une attaque avec sa hache de guerre, son War Axe. Là encore, le Cave Sickle n'a que 8 de défense. Allez Rémi, elle fait 6, elle rate complètement. Donc elle dépense ses 2 prochains
points d'endurance pour de nouveau attaquer le même Kevsicle. Et elle fait 7, et là aussi, elle rate. Décidément, Rémi n'est pas à la fête. Elle ne parvient pas donc à décocher ne serait-ce qu'une attaque sur le Kevsicle et donc à entamer sa vie. On poursuit avec Nightingale. Donc Nightingale récupère ici ses 3 points d'action et elle est à proximité de Zek. Elle va pour un unique point d'endurance se déplacer juste ici face au Kevsicle et pour ses 2 prochains points d'endurance, elle va attaquer avec ses armes. Elle a un dé orange et un dé blanc pour attaquer, très bien, et automatiquement son talisman lui permet d'empower son action et elle fait 8, sauf que ici il y avait le crâne, donc elle rate son action d'attaque. Et bien, décidément, donc elle dépense ses 2 prochains points d'endurance pour réeffectuer une attaque et elle relance ses dés et en espérant que cette fois-ci ça soit positif. Et ça l'est puisqu'elle fait 13. 13, elle est donc à 5 au-dessus du Kevsicle. Elle a au moins 2 boucliers à dépenser, ce qui fait 2 dégâts physiques. Et donc elle tue ce Kevsicle et nous permet ainsi de tirer d'abord une carte loot. Elle récupère 8 d'argent, mais surtout elle met fin à ce scénario car il fallait tuer tous les ennemis présents. Nous allons donc pouvoir au niveau des conditions de fin regarder et bien révéler ce qui se passe. Tous les opposants sont défaits. Et ici, grâce au révélateur, nous pouvons voir que nous devons encore une fois restaurer donc tous les aventuriers. Ils récupèrent tous leurs points de vie ainsi que ils remettent sur la bonne face toutes leurs cartes, etc., etc. Donc ils repartent vierges de tout dégâts pour la prochaine épreuve et il nous faut continuer pour Doggy. Alors avant de poursuivre, eh bien il faut aussi que nous nous évaluons, c'est-à-dire combien de points marque-t-on pour ce scénario, sachant que pour chaque Kevsicle tué, nous gagnons 2 points, et pour le Gévaudan tué, nous gagnons 5 points. Or, il y avait 3 Kevsicle au début de cette partie et un Gévaudan, donc 3 x 2, 6, plus les 5 points du Gévaudan, nous marquons 11 points. Nous pouvons donc mettre à jour ici notre niveau d'évaluation, donc 28 plus 11, on passe à 39 points. Et ainsi, on peut poursuivre avec la partie narrative proposée par le jeu. Et il s'agit de Poor Doggy, c'est-à-dire pauvre petit chien. Rémi fixa le Gévaudan mort. Bah, je suppose que personne n'a de pelle, j'ai l'impression qu'on devrait l'enterrer. Elle ne pouvait pas s'empêcher que ses ailes ne retombent un peu, même si le reste de ses amis était excité à l'idée de leur victoire. Nightingale se releva de la berge où elle s'était lavé les mains dans l'eau sombre. « Je ne pense pas qu'on puisse creuser une tombe dans un sol de pierre. »« Oui, je suppose, dit Rémi. J'aimerais qu'il ne soit pas si dangereux. Ils ressemblent tellement à des chiens qu'on s'attend à ce qu'ils agissent comme eux. Mais nous ne sommes plus sur terre. » Rémi se retourna, laissant le corps du Gévaudan derrière elle. « Tu as des animaux, Rémi ?» demanda Zek. « Laisse-moi deviner. Un chat, c'est ça ?»« Oui, comment le sais-tu » répondit Rémi, surprise. « Tu as l'air d'une personne à chat. Je parie que tu en avais une douzaine, dit Zek, lui tapant l'épaule amicalement. Rémi croisa les bras furieuse. Un seul. Zek rit et alluma une cigarette. On va donc continuer pour The Second Night, c'est-à-dire la deuxième nuit. Et on continue notre narration avec la deuxième nuit. Cette nuit-là, ils trouvèrent une autre petite cavité à l'écart du chemin principal, à peine assez grande pour qu'ils puissent tous les 4 y faire leur campement. Cette fois-ci, Nightingale se porta volontaire pour une ronde de reconnaissance. C'était bien d'avoir quelque chose de simple à faire. C'était comme le ménage qu'elle faisait dans le petit motel de famille sur Terre, se déplaçant de pièce en pièce avec ses écouteurs. Nightingale passait par l'entrée d'une cavité voisine quand elle aperçut un éclat de lumière à l'extérieur. Elle sortit, agitant la main dans la direction de la lumière qui approchait. « Bonjour !» Elle sourit, tirant son arme. La lumière grandissait rapidement, venant d'une direction qu'elle n'avait pas encore explorée. Nightingale saisit son arme fermement, se préparant pour un combat. Quelques secondes plus tard, la lumière et les pas se changèrent en un homme, voûté sous le poids d'un gros sac. Son armure était en lambeaux et il marchait en boitant légèrement. Dans la faible lumière de sa pierre rougeoyante, l'homme mince semblait triomphant. « Oh !» Elle baissa l'arme, se précipitant dans le couloir face à lui.
J'ai cru que tu étais un monstre. Non, dit l'homme en montrant le chemin qu'il avait parcouru. Notre groupe vient de tuer là-bas un gardien de la tombe. Il y avait trop de butin pour qu'on puisse le transporter. C'est mon deuxième voyage, on dirait qu'on fait mieux que la royauté. Le sourire de Nightingale s'estompa. Ah oui, dit-elle, considérant ses possibilités. Et donc Nightingale doit effectuer un choix. Soit elle extorque le butin supplémentaire à l'homme, il a été grossier et il n'avait pas besoin de l'être, soit elle laisse l'homme passer sans encombre, après tout, il a mérité ce qu'il a gagné. Eh bien, on va dire qu'elle laisse l'homme passer, puisque après les combats qu'elle vient d'effectuer, elle comprend que lui aussi, il en a bavé, et j'ai envie de dire qu'on va step aside, c'est-à-dire on va rester à l'écart. Nightingale se disait que ce n'était pas juste de prendre ses trucs. Mais l'homme se dressa en travers de son chemin, la faisant trébucher. « Ce butin est à moi, dit-elle avec un rire hautain. Nous avons combattu le gardien, nous avons récupéré le butin. Tu es la princesse, tu dois être bien meilleure que nous. Trouve tes propres monstres à tuer. » Nightingale ne le contredit pas. Le regardant faire demi-tour, elle grogna, puis retourna au camp. On a quand même ici une récompense pour avoir, enfin j'espère, pour avoir fait ce choix. Et donc on va révéler ce qu'il se passe. Et a priori, le groupe gagne 5 points pour le grade du mast, c'est-à-dire pour le grade du camp. Et continue ensuite, page 14, à sleep tight, c'est-à-dire dormir à point fermé. Et donc de nouveau, je mets à jour ici mon niveau d'évaluation. Je passe donc à 44. Et nous poursuivons avec, à point fermé, un gros passage narratif. La petite cavité se réchauffait beaucoup mieux que la vaste caverne de la nuit précédente, et très vite ils furent tous bien au chaud autour du feu. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que je ferai quand j'aurai mon diplôme, dit Rook. Ma famille voudra sûrement que je rentre à la maison. Mais après tout ce que j'ai vu, je ne pourrai pas retourner à la ferme. Quoi? Tu n'aimes pas la ferme? Un petit nuage flottait autour de Zek. Il n'avait pas terminé sa cigarette depuis la fin de son repas. Rook haussa les épaules. Il n'y a rien de mal à l'agriculture. Mes parents sont des gens bien et ils font un travail important. Mais nous ne vieillissons plus et je ne suis plus Cincinnatus. Je pense que si je devais rester dans une ferme pour l'éternité, je deviendrais fou. Mon idée de l'Élysée est un peu moins champêtre et faite de vraiment plus d'action. Nightingale gloussa, bien qu'elle n'ait aucune idée de ce qui était Cincinnatus. Quand j'aurai mon diplôme, je rejoindrai le demi-urge, les forces spéciales d'Elenia. Chaque jour sera une aventure. Pourquoi ne pas te joindre à nous, Rook? Son sourire s'élargit. J'ai un ami qui est déjà là-bas. Je suis sûr qu'il pourrait parler en ta faveur. On verra bien, dit dédaigneusement Rook. Je ne veux pas cultiver la terre, mais je sais que mes parents s'attendent à ce que je rentre à la maison. Je ne veux pas les décevoir. L'agriculture, c'est nul. Nous avons tous un rôle à jouer, dit Rook. Il y eut alors un moment de silence, chacun attendant que les autres parlent. Nightingale se retourna légèrement pour regarder Rémi. Et toi, qu'en penses-tu? As-tu aussi des attentes familiales pesantes? Rémi détourna le regard, se déplaçant inconfortablement. Je ne sais pas vraiment. Ils attendirent une réponse, mais Rémi ne donna pas plus de détails. On ne devrait pas renoncer à l'aventure après ça, déclara Nightingale. Si nous sommes ici, autant profiter des avantages de Midara. Nous pourrions vivre éternellement en explorant d'anciennes ruines, en récupérant des artefacts d'une puissance inimaginable, en sauvant le monde. Zek s'éclaircit la gorge. Aussi pathétique que soit l'agriculture, je parie qu'il y a plus de vieux fermiers que de vieux aventuriers. Le maïs n'essaie pas de te manger, les monstres le font. Ils peuvent toujours essayer. Nightingale fléchit ses bras fins. Avez-vous vu ces armes? Ouais, on verra bien, dit Zek, en roulant des yeux. Il reste encore un jour de camp. Assez de temps pour trouver quelque chose d'assez grand et d'assez affamé. Il faudra probablement qu'ils en mangent 5 comme toi pour être rassasiés. Ou un Rook, dit Rémi. Le sommeil vint plus facilement la deuxième nuit, bien que Nightingale se réveillât un peu endolori par toute cette marche et tous ces combats. Ils ne s'attardèrent pas longtemps. Un autre petit déjeuner de ration de l'académie, et c'était le retour à la grotte pour leur dernier jour du camp. Elles ne pouvaient pas attendre le prochain combat, mais le passage devant eux semblait accidenté et inachevé. Confuse, Nightingale jeta un coup d'œil autour de la caverne. C'est étrange, Nightingale continuait d'avancer. Je ne vois pas de cube de bellicose. Tu crois qu'on en a déjà fini? Non, répondit sèchement Rook. Chaque équipe doit passer par le défi et nous n'en sommes pas encore là. Nightingale sauta plus loin dans l'obscurité à la recherche de leur prochain défi. Attendez, appela Rook, désignant un tas de décombres près d'un mur.
Il se précipita, jetant un coup d'œil sur les restes écrasés d'une coupe en argent. « Ouh, nous ferions mieux d'être prudents. On dirait que quelque chose est arrivé au cube. » Nightingale cria, lui coupant la parole. Rook se retourna, fixant le couloir avec horreur. Une énorme silhouette de pierre chargea directement Nightingale, laissant derrière elle des morceaux de roche fracassés. Avant que Rook ne puisse réagir, elle écrasa son poing de pierre sur Nightingale, la projetant au sol. La créature avança vers elle, menaçant de l'écraser sous son poids. Nightingale leva son arme dans une tentative futile pour l'effrayer. Rook chargea à travers la salle, frappant d'un coup d'épaule le dos de la créature. Il la projeta au sol quelques instants avant que les bras de pierre massifs ne se referment autour de Nightingale. Rook tira sur la tunique de Nightingale, la traînant par les pieds alors que le monstre commençait à se relever. « Cours, il n'y a pas de cube, ça pourrait vraiment nous tuer !»« Ouais, » dit Nightingale en haletant. Ensemble, ils coururent et reprirent le chemin qu'ils avaient parcouru. Finalement, ils s'arrêtèrent, haletants. « C'était exaltant, » dit Nightingale, essuyant la saleté et la bave de ses mains. « Exaltant ?» Rémi les rattrapa juste après, récupérant du sprint. « Cette chose aurait pu nous tuer !» Nightingale hocha la tête. « C'était quoi ce truc, au fait ?»« Je pense que c'était un Loa de la Terre. Je me demande s'il a écrasé le cube avant qu'on arrive, » murmura Rook. Nightingale éclata de rire. « Je viens de réaliser, tu as sauvé une princesse en détresse. Mais quel cliché !»« Je suppose que oui. » Rook sourit en retour. « Ne le dites pas à mes parents. »« Merci à toi. » Nightingale marcha à côté de lui et sa main trembla un peu quand elle le frappa dans le dos. J'aurais dû remarquer que ce n'était pas juste un tas de pierres. Rook se détendit. « Ce n'est pas grave, c'est pour ça qu'on ne s'aventure jamais seul. » Zek s'approcha, cigarette allumée à la main. « Bon travail, Rook. Essayons d'éviter que ça se reproduise. » Nightingale hocha la tête et le groupe retourna dans l'obscurité. Ils continuèrent pendant des heures. Nightingale restait volontairement devant, déterminée à prouver qu'elle n'avait pas peur. Et finalement, elle entendit quelque chose venant de plus haut. « Hé, j'entends des voix !» Rémi se dépêcha de l'accompagner. « Tu crois qu'on est arrivé jusqu'au bout ?» Rook secoua la tête. « Nous devons d'abord faire le défi, c'est toujours comme ça que finit le camp. » Ils pénétrèrent dans une vaste caverne, remplie d'autres étudiants. Il y avait de nombreuses blessures légères et des pansements de fortune, mais aussi des fractures, des entailles non soignées et des larmes. Un jeune homme se tenait debout, qu'à l'aide d'une attelle de fortune et d'une canne, tandis qu'un autre groupe avait un de ses membres qui reposait gravement blessé entre eux. Zek montra du doigt l'avant de la pièce, où un groupe de surveillants en uniforme attendait près de la porte. « Allons voir ce qui se passe, » marmonna-t-il, marchant délibérément vers l'entrée de la pièce. Les hommes qui se tenaient près de la porte hochaient tous la tête respectueusement à leur égard. Seigneur Jeong, princesse Arsène. Un surveillant maigre aux cheveux blancs s'avança pour s'occuper d'eux. Content que vous soyez là. Que se passe-t-il ? Zek fit un geste derrière eux en désignant la foule. Le professeur baissa la tête avec déférence. Vous avez atteint le défi. Chaque équipe doit survivre à cette même section du donjon. Donc vous devrez la traverser, un groupe à la fois. Si vous ne voulez pas que votre équipe fasse la queue... Non, rétorqua Zek, on attendra notre tour avec tout le monde. Ils partirent sans un mot, retrouvant rapidement Rook et Rémi. Tu avais raison, c'est le défi. Rook hocha la tête satisfait. C'était dans les livres de cours. Qu'est-ce que c'est ? Ils ne s'attendent pas à ce qu'on se mette en rang en se tenant par la main, n'est-ce pas ? Demanda Rémi en riant d'elle-même. Personne ne rit. C'est différent pour chaque promotion, donc c'est difficile d'en être sûr. C'est la seule chose à laquelle ils voulaient que nous soyons le mieux préparés. Le défi est le même pour tout le monde. Donc, chaque diplômé sera prêt pour... Il haussa les épaules. Peu importe, c'est généralement la partie la plus difficile. Après ce qu'on a traversé, Nightingale donna à Rémi une tape encourageante. Je suis sûr que ça ne sera rien. On s'occupe de ça. 2 ans de cours magistraux, 2 ans de pratique des armes et d'apprentissage de la magie. Elle leva les yeux lorsque la lourde porte en chêne s'ouvrit et qu'une autre équipe fut introduite à l'intérieur. C'est notre billet pour le monde extérieur, pour la citoyenneté. Pour le demi-urge, pensa-t-elle. Finalement, le surveillant aux cheveux blancs les approcha. « C'est à vous, prince et princesse. »« Nous sommes prêts, » répondit Nightingale, avant que les autres ne s'y opposent. « Allons-y !» Et effectivement, ils entrent dans la salle numéro 1 qui constitue le dernier défi pour nos aventuriers. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Today, we're going to speak on the subject of